16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'elle suit à la lettre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de l'aide, Clémentine, les questions cet après-midi, puisque vous nous racontez une opération qui porte un drôle de nom, l'opération Cornflakes, qui concerne les courriers adressés pendant la guerre aux Allemands. Oui, l'opération Cornflakes, c'est une opération de propagande menée par les services secrets américains au printemps 1945 pour saper le moral des populations allemandes et autrichiennes et les convaincre que ça y est, c'était cuit, c'en était fini du Troisième Reich. Pourquoi monter une opération de ce type début 1945 alors que la victoire n'est plus qu'une question de semaines ? Parce que les Alliés redoutaient beaucoup que les combats ne s'éternisent. Ils ont peur que chaque civil allemand ou autrichien ne se transforme en kamikaze, prêt à sacrifier sa vie pour le Reich. Vous avez en tête ces images du dernier carré des jeunes garçons qui sont embarqués dans le combat final et qui étaient prêts à mourir pour Hitler. Donc on a peur de ça. Donc la méthode la plus classique de propagande, qu'est-ce que c'est ? On en a aussi des images en tête pendant la dernière guerre. On lâche des tracts par avion. Mais il y a beaucoup de ces tracts qui se perdent dans la nature. On n'est jamais bien sûr qu'ils vont atteindre le public espéré. Donc, on va passer par le service postal allemand, la Deutsche Reichspost, pour qu'il livre ce service postal sans le savoir de la propagande anti-nazie aux citoyens allemands et autrichiens. Et pourquoi est-ce que c'est l'opération Cornflakes ? Parce que aux États-Unis, chez les Américains, le courrier est généralement livré à l'heure du petit déjeuner. Exactement, c'est pour ça que ça s'est appelé Cornflakes. Alors de toute façon, les Allemands n'étaient pas concernés par le nom de l'opération, mais eux ne mangeaient pas de cornflakes. Et cette opération est menée par l'OSS, Office of Strategic Service, le bureau des services stratégiques américains. Alors, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système postal allemand. Donc, ils vont interroger des prisonniers de guerre qui avaient notamment été employés comme postiers. Ils étudient de près la manière dont les sacs postaux sont emballés, sont scellés. Ils vont collecter grâce à des espions des timbres, des modèles d'oblitération postale, des enveloppes. Ils vont même aller utiliser exactement le même papier que celui des étiquettes postales allemandes. Il fallait que ces courriers factices et bidonnés ressemblassent en tout point à ceux du service postal allemand. Il faut aussi connaître les horaires des trains postaux. Et les cachets d'oblitération, faut les faire à la dernière minute. Il faut qu'ils soient cohérents avec vous vous rendez compte, avec le moment où on retrouve le sac postal. Bien sûr, ils se procurent des annuaires téléphoniques allemands pour expédier ça individuellement à des citoyens allemands. Alors, ils vont réussir à reproduire ce système postal allemand à la perfection, avec cependant quelques petits changements. Le timbre standard, le 12 Pfennig, le timbre à l'effigie d'Hitler, il est légèrement modifié pour que ce soit le crâne d'Hitler qui apparaisse plutôt que son visage. Il fallait vraiment avoir le nez dessus pour le voir. On appelle ce timbre le timbre Hitler à tête de mort. Et de plus, sur le timbre en question, n'était pas indiqué Deutsches Reich, empire allemand, mais Futsches Reich, empire en ruine ou plus familièrement empire foutu. Oui, là, c'est vraiment la fin des haricots. Une fois les sacs de courrier prêts, comment les acheminer ? C'est là que l'idée devient absolument géniale. Quand un train postal avait été bombardé, un avion spécial venait le plus près possible du train en question et larguait les sacs bidons. Trop contents de récupérer le courrier intact, les services postaux allemands ne faisaient pas du tout la différence entre faux et vrai courrier et le livraient. Et ainsi, sans le savoir, l'administration nationale socialiste livrait à ses propres citoyens des documents de propagande destinés à saper son autorité. Alors que contenaient ces courriers ? Des tracts incitant la population à la rébellion, des caricatures, des lettres colportant de fausses nouvelles, telles que la trahison de certains hauts dirigeants nazis. Il y avait une association... C'était tout en allemand, évidemment. Alors, bien sûr. Il y avait une association d'épouses Ils auraient été grillés. D'épouses de guerre qui adressaient aux soldats des courriers expliquant que c'était quand même très très courant que les épouses délaissées, restées seules à la maison pendant la guerre, trompent leur mari. Il y avait aussi un faux journal, Das Neue Deutschland, soi-disant organe de presse d'un nouveau parti d'opposition montant en puissance en Allemagne, qui affirmait que l'Allemagne nazie perdait sur tous les fronts. Ça y est, qu'il fallait laisser les armes. Il y aurait eu quand même une vingtaine de largages de ce genre jusqu'en mai 1945, avec un total de 320 sacs de fausses lettres larguées sur l'Allemagne. Aujourd'hui, les lettres
de l'opération Cornflakes sont très rares, parce qu'on estime que 97% d'entre elles ont été interceptées par les autorités allemandes ou détruites à l'arrivée par leurs destinataires, qui avaient quand même un peu la trouille de conserver ce genre de documents. Donc elles sont très chères. Si vous en trouvez une dans une brocante, ça vaut plusieurs milliers d'euros, alors que les timbres Fuchsches Reich sont plus courants, puisque l'OSS en avait imprimé plusieurs millions d'exemplaires, et une partie de ce stock s'est retrouvée après la guerre sur le marché philatélique. Roosevelt, qui est président américain et qui était un grand collectionneur de timbres, avait reçu des Fuchsches Reich et il était très content. On a conservé sa lettre de remerciement. Donc moi, je suis allée chercher. Je me suis dit, est-ce que je peux me procurer un Fuchsches Reich? Bon, sur eBay, alors, le eBay international, c'est pas très cher parce que c'est une dizaine d'euros. Hein, donc ça vaut vraiment pas tripette, mais c'est le site américain. Alors que sur le site français, c'est quand même 70 euros un Fuchsches Reich. Mais pour ce prix-là, vous aurez la tête, le crâne d'Hitler avec marqué Fuchsches Reich. C'est quand même un beau cadeau fait, Vous l'avez acheté? Opération Cornflakes. Non, je l'ai pas acheté, non. Non. Pourquoi? Pour votre collection de... Non, parce que je collais... Non, mais c'est vous qui avez une collection. Vous savez, je suis comme Reznikov, le plus grand collectionneur au monde de mèches de cheveux. Il ne collectionnait que des mèches de cheveux de personnages qui avaient eu un rôle positif dans l'ordre de l'humanité. Donc moi, avoir la trombine d'Hitler, même en crâne chez moi, non, je préfère mon boulet d'Austerlitz. Très bien. Mais vous, Stéphane, vous avez pas mal de timbres, non? Vous avez pas ces timbres-là, non? d'Hitler. Non, ça, vous les avez... Mais le Fuchsches Reich, bon, vous, si vous êtes oui, je suis un peu philatéliste. Ah oui, bah alors vous pourriez vous procurer. Oui. Voulez-vous que je vous trouve un Fuchsches Reich? Écoutez, volontiers, je vous remercie. Voilà. Merci, Empire foutu. Bon, ok, je vais tâcher de trouver ça. Vous Merci restez avec nous, Clémentine. Clémentine, pour le quiz dans un tout petit instant.